Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, première édition du Club de la Presse sur TV 78, la chaîne des Yvelines, émission retransmise sur LFM Radio 95.5. Plusieurs journalistes autour de cette table. Akima Aya, bonjour. Rédactrice en chef de LFM, Labib Edawidi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des Gazettes de Saint-Quentin, Gazette en Yvelines également, et puis dans le 92 aussi, sur la Défense. La Gazette de la Défense. La Gazette de la Défense. Tout à fait, Wilfried. Et puis Alexandre Marquet, bonjour. Bonjour. Responsable du secteur de Saint-Quentin pour toutes les nouvelles, journal également à retrouver sur le 78actu.fr. Bienvenue à vous trois, bienvenue à tous et à toutes au sommaire de ce Club de la Presse. Focus sur les violences urbaines dans les Yvelines, des violences qui ont trouvé leur point d'orgue avec les émeutes survenues au début du mois à Chanteloup-les-Vignes. Comment les médias ont-ils traité cette information ? Nous reviendrons sur les conclusions du Grenelle, sur les violences conjugales avec les conclusions dans le département, politique également avec la fusion qui se précise entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine et la campagne des municipales aussi et qui s'accélère dans certaines communes. Et puis, où en est-on avec le traitement des conséquences de l'incendie de la station d'épuration à Saint-Germain-en-Laye? C'était en juillet dernier. Avant de refermer ce Club de la Presse, nous verrons aussi quelles sont les personnalités du mois. À l'honneur, Fabienne Loret, féministe, Christophe West, danseur, et puis deux grands chefs versaillais qui s'installent dans le Goemio. Nous sommes le 22 novembre, coup d'envoi de ce premier Club de la Presse avec l'actualité du mois. Et l'actualité principale de ces dernières semaines, ce sont les violences urbaines. Elles ont fait la une des médias avec une nuit d'émeute qui a vu partir en fumée début novembre un bâtiment culturel emblématique de la ville de Chanteloup, inauguré il y a tout juste un an. Ce bâtiment, l'Arche, un chapiteau où les jeunes s'initiaient aux arts du cirque. Avant d'en parler autour de cette table avec les journalistes du département, voici le reportage réalisé par TV 78. Nous en parlons juste après. Même s'il tient encore debout, le chapiteau de la Compagnie des Contraires n'est pas au mieux de sa forme. Dans la nuit du 2 au 3 novembre, ce lieu culturel situé dans le quartier de la Noé à Chanteloup-les-Vignes a été la cible d'incendies criminels sous les yeux des habitants. J'étais apeurée, ça m'a vraiment attristée de voir un centre culturel comme ça brûler à cause d'échanges entre policiers et jeunes de quartier. Inauguré l'an dernier, l'Arche propose aux jeunes de s'initier aux arts du cirque et de la danse, un espace culturel qui accueille également des spectacles. La perte matérielle se chiffre à plus d'1 million d'euros. Il y a tout le matériel qui est nécessaire au cirque et c'est un matériel qui coûte très très cher, des installations extrêmement importantes. Ça va falloir le chiffrer. Il y a tout le matériel qui servait aussi au spectacle parce que c'était aussi un lieu de spectacle, c'était un lieu d'art sous toutes ses formes. Ce chapiteau est géré par l'association La Compagnie des Contraires, présente depuis près de 30 ans dans la ville. Le département des Yvelines a décidé de prendre en charge l'intégralité de la reconstruction de la structure. Lorsque ces cités populaires sont confrontées à cet océan de conneries, j'ai fini par dire mon mot, eh bien nous serons là aux côtés des maires, quels qu'ils soient. On va reconstruire le même. Voilà, donc c'est pas compliqué, on a les plans, il suffit de reprendre, on refait un appel d'offres. Il faudra d'ailleurs qu'on voit s'il est même possible de faire un appel d'offres restreint, il faut aller vite. Dans moins d'un an, on doit réinaugurer ce bâtiment. Ça relance le sourire, ça relance l'espoir et je pense que dès le moment où la population va entendre ça aussi, les élèves et tous les enfants qui viennent ici, l'espoir va revenir. En plus de la reconstruction du chapiteau, le département des Yvelines va allouer une aide exceptionnelle à la ville de Chanteloup-les-Vignes pour notamment renforcer ses équipes de sécurité et de médiation. Les violences urbaines, c'est donc le sujet d'actualité de ce mois pour le Club de la Presse. Akima Aya, rédactrice en chef de LFM à Radio. C'était surprenant ce qui s'est passé sur Chanteloup, ou est-ce que finalement il y avait aussi une gronde, une colère un petit peu? Comment vous l'avez ressenti sur le terrain? Oui, c'était surprenant. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à un événement aussi impressionnant. Maintenant, sur place, ce qu'on a ressenti, évidemment, c'est ce qu'on a pu voir sur le sujet, à savoir Catherine Arnoux très affectée, très mobilisée, et puis rapidement qui a souhaité garder le cap. Voilà, il y avait une colère des élus, oui, on l'a entendu de Pierre Bédier, aussi le président du département. Oui. Et nous, alors, on a une particularité à LFM Radio, c'est qu'on a quand même une antenne annexe, donc on connaît bien la ville, et d'ailleurs, on travaille avec la jeunesse de Chanteloup lors des ateliers radio et on connaissait bien la structure, donc on couvrait des sujets réguliers. Ils se sont sentis assez abattus, non? Peut-être? Ah oui, forcément. Ah oui, complètement. Oui, quels ont été les retours des jeunes aussi?
Parce que là, on a entendu beaucoup les politiques aussi. Alors après, dans vos médias respectifs, vous nous direz si vous avez donné aussi la parole aux jeunes, comment ils ont réagi par rapport à ce qui s'est passé, eux qui utilisaient cette structure. Akima. C'était une condamnation et puis une grande tristesse. Il y a eu beaucoup d'affect. Même constat, Labib Daoudi, directeur des Gazettes. Ouais, mais juste pour répondre à votre question juste avant, surprenant, oui et non. C'est-à-dire, tout dépend de la position dans laquelle on se positionne. En tant qu'acteur extérieur, entre guillemets, en tant que citoyen, on ne l'aperçoit pas forcément. Mais je crois savoir en tout cas que beaucoup d'indices donnaient la tendance qu'il y avait quelques difficultés, que ça allait vraisemblablement exploser. D'ailleurs, on a su bien après que les agents de police locaux avaient fait des notes concernant cette montée de violence. Donc peut-être que l'État à un moment n'a pas su réagir, en tout cas au bon moment. En tout cas, l'information n'est pas arrivée au bon canot. Mais ensuite, ce qui est très surprenant, c'est qu'on l'a vu dans toutes les manifestations de solidarité, etc. C'est beaucoup de politique. C'est beaucoup de ministres, c'est beaucoup d'acteurs qui sont tous venus sur le terrain. Et oui, vous avez tous rencontré. Et qui sont quelque part extérieurs à l'événement. Moi, j'ai été très surpris par le fait que, hormis le microcosme politique, il n'y a pas eu de manifestation très forte. On l'a vu d'ailleurs dans la manifestation de dimanche dernier. Les habitants, les acteurs locaux sont très peu présents. Et ça, c'est surprenant. Pourquoi ils ne prennent pas la parole alors? C'est qu'il y a un certain fatalisme aussi, peut-être? Il y a peut-être un certain fatalisme, mais aussi un fait, c'est qu'on est dans un contexte où, clairement, c'est les minorités qui ont pris le pouvoir. Dans les quartiers comme ailleurs, d'ailleurs. On le voit bien que une poignée de crétins, parce qu'il faut être crétin pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait, une poignée de crétins impose une certaine loi à une écrasante majorité, y compris des papas, des mamans, des habitants de ces quartiers. Mais quand je dis une poignée, c'est vraiment une poignée. Mais avant, on disait que c'était justement les anciens, les grands frères aussi qui tenaient peut-être un petit peu ces quelques crétins, on va les appeler comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais parce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui arrive, en tout cas ces gosses qui ont 15, 18, 19 ans, sont incontrôlables. Et je pense que c'est pas par hasard que le système scolaire sort tous les ans 180 000 jeunes sans diplôme, et ces jeunes-là, ils se retrouvent le plus souvent dans nos quartiers. Et donc, il y a une réponse qui doit être un peu plus qu'une réponse sécuritaire. Et je pense que, y compris en passant par une implication plus forte des parents, et puis il faut casser cette peur, parce qu'il y a une vraie installation, il y a l'installation d'une peur dans nos quartiers, et pas seulement imposée par une petite minorité. Alexandre Marquet, oui, Akima, mais juste, oui, après Alexandre Marquet, Akima. Oui, je rejoindrais Labib effectivement là-dessus sur les symptômes de la montée. C'est vrai que quand je disais qu'on a été surpris, c'est de l'ampleur des dégâts, mais c'est vrai qu'on a suivi toutes les dégradations, notamment sur l'éclairage, et puis la difficulté qu'a la ville à maintenir entre guillemets la sécurité, puisque en fait les éclairages sont systématiquement détruits le jour même. Ça veut dire qu'il y a des équipes municipales qui interviennent. Maintenant, il faut se poser la question de pourquoi ces jeunes souhaitent être dans le noir. Oui. C'était aussi parce que ça gêne un peu leur trafic, voilà, pour mettre les pieds dans le plat. Ça gêne quelquefois un peu le trafic, donc on est mieux dans l'obscurité. Alexandre Marquet, pour toutes les nouvelles, vous êtes rendu sur Chanteloup? Oui, je suis rendu sur place le soir même. J'étais prévenu par un de mes collègues du Courrier de Mantes. Je suis arrivé là-bas vers 23h. Donc là, à ce moment-là, on était les premiers médias, on est arrivés les premiers. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants dans les rues. On a croisé l'ancien maire Pierre Cardot, et puis bien sûr policiers et pompiers qui étaient d'arrache-pied sur l'incident. Et le quartier était redevenu assez calme paradoxalement après ce qui s'était passé. J'ai parlé avec quelques habitants qui étaient étonnés de nous voir là justement. Ils disaient vous n'avez pas peur d'être là ou des choses comme ça. C'était assez paradoxal. Et puis bien sûr le lendemain matin quand le jour est revenu, tous les médias sont arrivés. Et les politiques avec. Et tous les politiques. Et là, c'était un déferlement médiatique avec. On va en parler, tous les médias nationaux. Tous les médias nationaux sont venus. On peut parler du traitement peut-être des médias nationaux, vous qui intervenez sur le terrain du département des Yvelines. Le traitement dans les médias nationaux, est-ce que c'était cohérent avec ce qui se passait? Est-ce que c'était stigmatisant? Est-ce que c'était à la hauteur? La Bible? Il n'y a pas de stigmatisation quand il y a un fait divers aussi violent pour une petite commune, parce qu'en réalité, Chanteloup-les-Vignes, c'est 5 000 ou 6 000 habitants. On n'est pas au Val-Fouré, on n'est pas à Trappes, on n'est pas dans ces grandes cités ouvrières ou pas d'ailleurs. Donc c'est ce qui est choquant le plus. Quand on voit Chanteloup,
petite ville et qui certainement a une notoriété, une mauvaise notoriété qui est devenue nationale et c'est assez impressionnant. Une mauvaise notoriété, si on remonte à 1995, il y a le film La Haine qui est sorti et qui avait été tourné à Chanteloup aussi, pour revenir un petit peu là-dessus. Justement, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est malheureux, c'est que Chanteloup jouit d'une mauvaise réputation depuis les années 70. Ça a longtemps été appelé Chicago en Yvelines. 1995, Kassovitz vient tourner La Haine. Et la réputation est ça est encore pire. Ils ont traîné ça comme un boulet pendant des années. Après, il y a eu la vague de rénovation urbaine qui a fait du bien à la ville, qui a changé un peu le visage de la ville. Et puis, patatras, des événements comme ça qui font que ça replonge. On ne peut rien faire pour ces communes. Il y a une fatalité et sur certaines autres communes, là on parle de ce qui s'est passé à Chanteloup, mais ça touche d'autres communes du département. Il y a eu Mantes-la-Jolie, il y a eu des nuits de tension aussi à Plaisir. Sur le quartier du Valibou, et c'est pareil, sur le quartier du Valibou, il y a toute une politique de rénovation, l'ANRU, il y a une deuxième phase encore qui est lancée et ça ne change rien. Trappes c'est pareil, 360 millions injectés en 10 ans, là, un nouveau programme qui est parti. Et malgré tout, régulièrement, il y a des violences urbaines. Il y a eu 2013, suite à un contrôle d'identité qui avait mal tourné. 2015, il y a la mort du jeune Moussa. Un règlement de compte entre cités. On voit que régulièrement, ça revient malgré tout. En même temps, cette montée de violence n'est pas propre aux Yvelines. Enfin, la montée de violence, elle est nationale. Et puis, elle est aussi, quelque part et indirectement, l'effet des gilets jaunes, de toutes ces tensions qu'on voit en permanence dans nos télévisions et dans nos chaînes d'information continue. On en voit un peu moins chez vous, heureusement d'ailleurs. Mais quelque part, ça serait presque logique qu'il y ait des explosions aussi dans les quartiers, puisqu'aujourd'hui on rentre dans des défis sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui fait qu'il y a une incitation insidieuse à la violence, qu'on le veuille ou pas. Oui, il y a un jeu avec les réseaux sociaux, tout de même aussi. C'est ça. On va piéger les policiers, on va piéger les pompiers, on le filme, et puis c'est celui qui fera le plus de vues et des petits commentaires sympas. Ouais. Oui, alors vous parliez de plaisir, de ces villes-là dans lesquelles on a effectivement mis en place des plans de rénovation urbaine. Alors c'est utile pour répondre à la question qui était posée. C'est pas inutile, mais simplement ça change les choses en surface, évidemment. C'est-à-dire que quand on se balade dans ces quartiers-là, on a tout d'un coup de très jolies fresques murales, ça change le décor. Mais en réalité, sociologiquement parlant, rien ne change. On est toujours avec des familles qui vivent dans une très grande précarité majoritairement. Quand on vit dans ces bâtiments-là, quand on rentre dans ces bâtiments-là, on se rend bien compte qu'à l'intérieur, les rénovations, elles ne vont pas jusqu'à leur terme. Donc déjà, il y a un climat, et moi je ne mettrais pas forcément de lien avec les gilets jaunes, parce que pour moi, il y a une constance dans l'histoire de ces quartiers-là, c'est qu'en dépit de plans de rénovation, il n'y a pas eu de grande avancée, notamment dans les politiques d'intégration sur l'emploi. Donc les économies alternatives restent telles qu'elles ont été, telles qu'on a pu les voir dans le film La Haine. Ces trafics ne sont pas des mythes, effectivement, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités. Maintenant, la politique, c'est aussi répondre à ces questions-là. Donc aujourd'hui, qu'attendent les populations ? Du travail déjà, tout simplement ? Surtout, je crois que c'est 20% de chômage. Donc du coup, il y a pas mal de jeunes qui traînent dans la rue et plutôt que de s'embêter, ils préfèrent embêter les autres. On va laisser de côté pour ce numéro du Club de la Presse ce sujet des violences urbaines et nous allons nous intéresser à présent aux autres sujets qui ont fait l'actualité ce mois-ci. Autre sujet, à la une, le Grenelle contre les violences conjugales. Il prend officiellement fin le lundi 25 novembre. La concertation a engagé forcément de fortes attentes. La concertation qui est passée par les Yvelines. Premiers éléments de réponse sur ce qui est ressorti de cette opération sur le plan local avec Marielle Savina. Elle est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité dans les Yvelines. Elle était récemment sur le plateau de TV 78. On l'écoute. Avant tout, c'est un état des lieux et la volonté et la nécessité de coordonner l'ensemble des acteurs, qu'ils soient des acteurs locaux ou que ce soit des services de l'État. Donc c'est vrai que le besoin de coordination. Donc l'idée, c'est de créer un réseau des réseaux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réseaux un peu partout dans les Yvelines, que ce soit au nord, au sud, au centre de notre département. Donc l'idée, c'est de créer deux réseaux, un nord, un sud, où va pouvoir se rencontrer l'ensemble des acteurs, se concerter, faire des guides de bonnes pratiques et faire remonter au niveau du réseau qui serait le réseau piloté par la préfecture et le parquet, en tout cas des bonnes initiatives qu'on pourrait renforcer, développer, parce que l'idée c'est ça existe, fondamentalement ça existe, nous avons tout, il faut juste mettre en musique et faire de la synergie.
Marielle Savina, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité dans le département des Yvelines. Labib Edawidi, pour les gazettes, vous aviez consacré un des numéros de la Gazette de Saint-Quentin en Yvelines sur ces violences justement conjugales. Oui, évidemment. Et puis, on peut pas. On est dans une société, on peut pas se satisfaire de faire en permanence le constat. Sauf que ça fait des décennies qu'on fait que le constat de ces violences conjugales et notamment de ces violences envers les femmes. La réponse, elle doit être pénale, elle doit être ferme. Parce que on peut pas continuer à vivre dans une société, dans notre société, de cette manière, avec un comportement à l'égard de la gente féminine et de ces violences, et que la réponse doit être très forte et et pénale. Et à partir de là, il y a que comme ça qu'on réussira à réduire et à les faire disparaître dans notre société. Un constat, les signalements sont en hausse sur le département depuis l'ouverture de ce Grenelle. Déjà, vous l'avez constaté, sur le terrain, il y a eu des interventions des uns des autres. Vous êtes rendus dans vos médias respectifs auprès des associations qui œuvrent. Akima pour LFM. Oui, absolument. Alors LFM, en plus, c'est vrai que notre ligne éditoriale, forcément, nous enjoint, nous encourage à s'intéresser plus particulièrement à ces thématiques-là. En tant que média qui a la prétention de s'appeler la plus féminine des radios, on s'intéresse à ces sujets-là au-delà du Grenelle, au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a une hausse des signalements, c'est ce qu'on a pu constater. On reçoit déjà dans nos murs très régulièrement les acteurs et puis de ces associations telles que Lucie Robin, la directrice du CIDFF, qui effectivement nous confirme qu'il y a une augmentation. Alors une augmentation que par exemple elle analyse comme étant la conséquence de cette communication. C'est-à-dire que le fait de parler davantage, ça ne veut pas dire nécessairement que la société est plus violente, mais peut-être que la parole a été libérée et oui, que c'est le sentiment qui ressort. La parole se libère. Que la parole se libère. Grâce à des affaires comme DSK ou Harvey Weinstein qui ont permis de libérer cette parole, je pense. Et sur le département des Yvelines aussi, malheureusement, ça n'empêche pas la hausse des féminicides. Oui. Il y en a eu 4 jusqu'à présent. C'est ça. Voilà, ce qui est quand même assez effarant. Est-ce qu'il y a des pistes, des choses qui ressortent, des associations qui se mobilisent que vous avez pu mettre à l'honneur les uns les autres? Alors, oui, il y a des pistes. Alors, on en parlera tout à l'heure. On a reçu des féministes du Montois avec notamment la présence de Fabienne Loret. Une des explications, c'est plus ces campagnes de communication sont mises en avant, plus il y a une espèce d'effet mécanique et une résistance des agresseurs qui veulent asseoir un petit peu leur emprise et maintenir leur rôle. Donc ça peut être une piste. Alors il y a autre chose de très intéressant que j'ai entendu lors d'une interview, c'est un jeune auteur de Mantes-la-Jolie, du Val-Fouré, qui s'appelle Benjamin Moukala et qui a écrit un recueil de poèmes autour des violences conjugales et qui a amené l'idée selon laquelle en fait on s'occupait peut-être effectivement beaucoup des victimes, mais pas suffisamment de l'accompagnement des agresseurs. Or, on peut pas, enfin, si on veut avoir une prise en compte globale, ça devrait être fait selon lui. Et j'ai trouvé ça effectivement assez pertinent. Accompagnement des agresseurs ? L'accompagnement, oui, effectivement, des agresseurs qui sont aussi. Alors, c'est politiquement incorrect de dire ça. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. On s'entend, mais selon le point de vue de cet auteur, attention, ces agresseurs sont aussi dans un état de souffrance. Et c'est un cercle de violence. Donc il y a la souffrance que l'on commet et puis la souffrance subie. Mais vous disiez que les chiffres sont à la hausse, mais la réalité c'est qu'on est encore en dessous de la réalité, puisque tout n'est pas signalé. Évidemment, énormément de femmes hésitent encore à le signaler et dans toutes les franges de la société. Enfin, c'est pas une caractéristique bien particulière à telle ou telle partie ou telle composante de notre société. C'est que les violences faites aux femmes sont dans tous les échelons de notre société et malheureusement, elles ne sont pas suffisamment dénoncées par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, quoique sur les 4 dernières années, il y a vraiment une volonté manifeste de régler, notamment. Alors, je suis pas fan de la mise des droits des femmes, mais je trouve qu'elle fait ça c'est dit. Voilà. Mais qu'elle fait un boulot remarquable. En tout cas, en matière de communication, elle fait un boulot remarquable qu'il faut souligner. Et je pense que avec cette ministre à la tête de ce ministère, j'ai le sentiment en tout cas qu'on en parle beaucoup plus et que ça évolue dans le bon sens. Après, c'est le risque aussi. Faut pas que ça devienne juste une énième opération de communication et que des vrais moyens soient mis. C'est pour ça qu'il faudra avoir les résultats de ce Grenelle justement à partir du 25. Il y a plusieurs pistes, améliorer l'accueil des victimes au commissariat. Les associations grondent justement à ce sujet-là. Vous parliez de communication, effectivement.
un des éléments qui explique que les femmes victimes de violences ne portent pas plainte, c'est qu'elles savent que derrière, les solutions, et notamment les solutions d'hébergement, ne suivent pas. Donc en réalité, libérer la parole, encore une fois, c'est bien, mais ensuite, il faut préparer l'après. Ce qui, pour l'instant, au vu des moyens déployés par le gouvernement, même si ça a été annoncé comme cause nationale, l'égalité femmes-hommes, pour l'instant, c'est pas encore totalement à l'ordre du jour. Parler des pistes, il y a garantir l'indépendance économique des victimes aussi. On est en plein dedans, on verra ce qui est annoncé. Ouais. Et une bonne communication peut amener une frustration énorme si les résultats plus on derrière... communique, plus on est exposé dans les médias. Si derrière, il n'y a pas de résultats, de choses concrètes en tout cas qui sortent. Et ce que les associations relèvent dans leur ensemble, c'est que pour le moment, en dehors de la communication, ça ne suit pas. Un numéro, tout de même, pour signaler, aider aussi ces victimes de violence, le 39-19. On va parler d'un tout autre sujet dans ce club de la presse sur TV78, retransmis aussi sur LFM. Nous parlons de la situation à la station d'épuration des eaux du Siap. Elle est à Saint-Germain-en-Laye, à Cher. Un feu a éclaté début juillet sur ce site. Un incendie de grande ampleur qui a détruit partiellement ce qui est à ce jour la plus grande station d'épuration d'Europe, ce qui a entraîné une vaste pollution de la Seine. Les réunions de suivi se sont multipliées depuis 3-4 mois. La situation à ce jour avec le préfet des Yvelines. Une amélioration substantielle va avoir lieu à partir du 14 novembre. Puis, des travaux complémentaires vont être engagés, notamment pour la détection incendie. Et ces travaux seront terminés au 28 février prochain. Et puis, nous aurons un retour progressif à la pleine capacité, mais en effet, ça prend du temps, environ 4 années encore. Le préfet des Yvelines, quand on parle de pollution importante, c'est plus de 10 tonnes de poissons morts, surtout. Et la pollution aussi qui peut revenir parce que depuis 3 mois et demi, justement, le traitement des eaux se fait à minima. Donc en cas de forte pluie, d'inondation, on pourrait avoir des épisodes encore de pollution assez forts. Est-ce que dans vos différents médias, les uns et les autres, que ce soit pour la Gazette, que ce soit pour LFM ou encore les nouvelles, vous avez eu l'impression d'avoir assez d'informations ou est-ce que ça a été assez opaque, la communication autour de ce qui est survenu ? Akima. Moi, je dirais non. Non, 4 mois plus tard, il y a toujours un certain flou. Il y a une atmosphère d'omerta, en fait. Ça ressemble à ce qui s'est passé à Rouen. Effectivement, il y a quand même des éléments d'information, comme on vient de le voir, mais ce sont des données qui nous échappent. Alors nous, on est un petit peu hors secteur à Saint-Germain. Si vous voulez, on a traité ça, on a intégré ça dans nos flashs. Très peu de sujets, très peu d'enquêtes là-dessus. Et puis, par contre, on s'est mis à la place des auditeurs. Donc, on est allé à la rencontre des auditeurs dans nos micro-trottoirs quotidiens et ça fait vraiment partie des inquiétudes montantes du point de vue de la société. Alors, j'étais plus inquiet sur le nuage noir de Rouen parce que forcément, nous, on est du côté de Mantes-la-Jolie, donc il y a cette inquiétude qui était réelle. Et puis, un sentiment d'être complètement mis à gauche. Voilà, vraiment. Ce qui fait qu'on se pose beaucoup de questions sur ces sites dits Céveso, ces sites qui ont normalement une sécurité particulière. Alexandre Marquet pour toutes les nouvelles, vous aviez justement fait une enquête, un reportage sur ces sites Céveso, celui de Coignères peut-être on aussi. On trouve 14 dans les Yvelines, je crois, dont notamment à Coignères. C'est une raffinerie. Un dépôt pétrolier. Justement, le maire, il y a quelques temps, avait interpellé le préfet sur le sujet, parce qu'il y a quelques incidents graves, accidents s'étaient déroulés ces derniers mois, ces dernières années, et il voulait interpeller le préfet sur le sujet, savoir un peu ce qui s'est passé dans ce dépôt pétrolier. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que disait Akima, je trouve qu'on n'a pas énormément parlé finalement de l'incendie d'Acher dans les médias nationaux. On parlait tout à l'heure de Chanteloup, par exemple, le traitement médiatique a été énorme, alors que l'incendie d'Acher a été beaucoup plus faible, c'est passé quasiment inaperçu comparé à l'incendie de Rouen à Lubrizol, alors que les conséquences sont importantes. Et finalement, c'est seulement quand il y a eu les dizaines de tonnes de poissons morts que là, les médias nationaux ont commencé un peu à s'y intéresser. Parce que c'est devenu visible. C'est comme à Rouen, ce nuage de fumée, ça devient visible, ça intéresse les médias, forcément. Oui. Moi, je partage pas en fait la position d'Akima sur le fait qu'on n'ait pas eu suffisamment d'informations. D'abord, on est sur un fait divers exceptionnel, sur l'un des plus grands sites d'Europe, et je trouve que les services de l'État ont été très réactifs. Je trouve qu'ils ont donné un maximum d'informations, en tout cas à la presse. Ils ont énormément communiqué. La préfecture a organisé à la sous-préfecture de Saint-Germain énormément de réunions ouvertes à la presse. Et alors peut-être que le jeu politique derrière n'a peut-être pas été à la hauteur parce qu'on
les politiques, on est à l'approche d'une élection, donc c'est rentré dans une sorte ils sont rentrés dans une polémique qui ne sert pas l'intérêt général. Et dans ce cas-là, oui, je trouve que la polémique orchestrée par les politiques dans cet événement ne servait pas l'intérêt général. Mais je trouve qu'en matière de communication, on a eu quand même énormément d'infos. Enfin, j'ai pas le sentiment que les services de l'État, et notamment la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, aient essayé de dissimuler quoi que ce soit. C'est sur les conséquences écologiques. Mesurer l'impact écologique de ce type d'événement. Enfin, c'est précisément là-dessus. Au début, ils ont essayé de minimiser. Au début, c'était censé être un bruit. Voilà. Ils ont essayé de minimiser les choses. Finalement, et d'ailleurs, il n'y a pas eu de plan d'intervention particulier parce que normalement, on est sur un site Céveso et lorsqu'il se passe ce genre d'événement, il y a tout un plan qui se met en place derrière pour protéger les populations, comme ça a pu être le cas. Bon, là, il n'y a pas eu ça le jour J. Hein. Oui. On est quand même sur un fait divers rare et dans des circonstances assez exceptionnelles. Donc, il faut aussi l'intégrer parce que on peut reprocher beaucoup de choses aux uns et aux autres, et notamment à ceux qui décident, parce que nous, on est quelque part, même dans nos journaux, on est des commentateurs. Hein, enfin, au final, pas de décision. Les personnes qui doivent trancher, etc. Quand ils ont des situations comme celle-ci, effectivement, ils peuvent commettre des erreurs de communication. Ce que je n'ai pas eu de sentiment sur ce fait divers. Parler de politique, justement, on va s'intéresser un peu à la politique à présent. La fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui se concrétise un peu plus chaque jour, au-delà de la mise en commun de moyens dans différents secteurs, une avancée significative. Le 5 novembre, avec l'audition des 2 présidents des départements, Yvelines et Hauts-de-Seine, c'était à l'Assemblée nationale, pour expliquer un peu leur démarche. Extrait de ces auditions, justement. Nous avons fusionné nos services à plus de 50%. Nous y avons d'ailleurs fait des gains de productivité très importants. Et notre objectif, c'est d'atteindre 200 millions d'économies chaque année par le seul fait de cette fusion. Ça nous a rendu aussi beaucoup plus efficaces. Pour nous, département des Yvelines, on voit bien qu'il y a un risque de glissement de richesse. Et nous voulons accompagner ce mouvement puisque nous voyons bien que ça part naturellement avec les Hauts-de-Seine et que ce serait trop long de vous l'expliquer, mais nos populations sont les mêmes, nos entreprises sont les mêmes, nos fluides sont les mêmes, on est les mêmes en réalité. Pierre Bédier, puis juste auparavant Patrick Devedjian, président lui des Hauts-de-Seine, qu'on aperçoit sur cette photo, si on peut la voir aussi en plein écran, la photo qui est juste derrière nous. Ils s'entendent bien tous les deux. Cette fusion semble aller dans le bon sens, on dirait une photo de mariage presque. Labib et Daoudi, je alors, sur le fait qu'ils s'entendent bien, oui, je confirme. Ouais. Ce sont 2 présidents qui travaillent main dans la main, et je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ça fait des années qu'ils travaillent sur cette fusion. Hein. Là, oui, ça s'accélère un peu, mais ça fait quand même depuis 2016, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en commun. Je vais le repréciser. Hein. Il y a la voirie, il y a l'archéologie préventive aussi, l'adoption et le déploiement du numérique. Il y a la fusion d'Yvelines numérique avec les Hauts-de-Seine. Et ça a lieu d'ailleurs aujourd'hui, 22 novembre. Et puis il y a un fonds d'investissement de 150 millions d'euros avec 5 autres départements franciliens. Voilà pour les mises en commun concrètes qui ont eu lieu. Ils sont complémentaires, ces 2 départements. Enfin, on a le département le plus riche de France, qui sont les Hauts-de-Seine, sur un petit périmètre. On a un département limitrophe, les Yvelines, qui est vaste et qui peut récupérer un certain nombre d'entreprises. L'idée, c'est vraiment de mutualiser aussi les services, mutualiser l'ensemble des projets. Je trouve que c'est pas idiot. Alors après, je suis pas sûr que le gouvernement le voit d'un bon œil. En tout cas, il se presse pas de valider. Oui, c'est ça, pas avant les municipales, mais il y a eu quelques fuites. Finalement, ça a été reclarifié, ce sera pas avant les municipales. Si c'est mal vu aussi, c'est parce que dans un premier temps, c'était aussi un peu perçu comme une offensive pour lutter contre ce Grand Paris, pour pas en être exclu sur le terrain. Que vous remontent aussi peut-être les habitants. Est-ce qu'il y a une inquiétude particulière de ces différentes communes aujourd'hui dans lesquelles on exclut un petit peu, en tout cas, le département des Yvelines. Voilà. Non, mais le Grand Paris, moi j'en entends parler. Vous ne sentez pas en tant que citoyen, membre de ce Grand Paris, citoyen du Grand Paris, voilà. Mais non, mais je pense même que le Grand Paris ne souhaite pas forcément qu'on soit citoyen de ce Grand Paris. Enfin, il faut remettre les choses à leur place. Mais le Grand Paris, les Yvelines en tout cas ne sont pas concernés. Puis rappelons que le Grand Paris, l'idée c'était qui avait été à un moment fortement réfléchi par l'Élysée, c'était d'intégrer les Hauts-de-Seine, en fait tous les départements, le 94 et le 93, et de faire un Grand Paris qui consisterait à plutôt un Grand Paris des riches, et que ça s'est tombé à l'eau, en tout cas concernant la disparition des 3 départements, et qu'aujourd'hui,
il y a plein d'options, il y a plein d'optiques sur la table, mais je suis pas sûr que le gouvernement ait envie de trancher très vite sur cette question-là, parce que au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée une grosse structure qui économiquement pèsera énormément et qui peut être un contre-pouvoir à la région, qui peut être un contre-pouvoir très fort au Grand Paris tant voulu par le président de la République. Donc ouais, ça pose une multitude de questions à laquelle ça serait bien l'Élysée n'a pas encore répondu. Qu'une décision soit prise avant les élections départementales de 2021. Parce que quitte à voter pour les conseils départementaux, autant savoir, oui, effectivement. Et puis le nombre d'élus aussi, parce qu'il va falloir fusionner ces deux assemblées. C'est toujours compliqué de fusionner des assemblées. À un moment, ça avait été évoqué avec même la disparition des départements. Alors aujourd'hui, on parle de fusion, alors qu'à un moment, on parlait de faire disparaître certains départements. Les habitants, les uns les autres, s'y retrouvent encore. Moi, sur le terrain, on n'a pas le sentiment que cette question de la fusion préoccupe beaucoup les habitants. C'est pas un enjeu principal. Déjà, le département, ils ont du mal à savoir un peu ce que c'est et quelles sont ses compétences, hormis le collège et la voirie. Donc une fusion entre deux départements, je pense que c'est le cadet de leurs soucis. Oui, mais je vais dans le sens d'Alexandre. Effectivement, même les agglos, si on prend Grand Paris, Seine-et-Oise, régulièrement on fait des micro-trottoirs pour voir si c'est un petit peu entré, s'ils sont appropriés, et puis s'ils ont une meilleure visibilité des compétences de l'agglo. C'est déjà pas le cas. Donc pour la fusion, qui est quand même un espèce de serpent de mer qui date depuis 2016, donc je pense que c'est encore un petit peu tôt. Ouais. On ne sait plus qui s'occupe de quoi. Ça, c'est vrai que ça ressort assez souvent lorsqu'on fait même des micro-trottoirs sur les compétences des uns et des autres. Mais oui, c'est difficile aussi. Voilà. Après, c'est légitime et compréhensible que le citoyen ne se désintéresse un peu sur ces questions qui n'intéressent réellement que les dirigeants et les pouvoirs publics, les dirigeants politiques et les pouvoirs publics. Même si ça se traduit sur des impôts derrière aussi. Donc les citoyens aiment bien savoir ce qu'ils mettent dans leurs impôts aussi et ce qui se passe derrière. Ça se concrétise ou pas d'ailleurs, puisque si, d'après ce que j'ai compris, en tout cas dans la fusion, il n'y a pas d'augmentation d'impôts en conséquence. Et puis ensuite, si fusion il y a pas redécoupage électoral, puisqu'on restera sur les mêmes cantons avec le même nombre d'élus. Dans un premier temps en tout cas. Alors si à fusion, ce que je me demande c'est qui dirige qui le prendra super la tête département, de parce que là ils s'entendent bien jusqu'à présent. Donc, comment s'appellera le département? Oui, aussi. Oui. Apparemment il y a un nom plus ou moins qui a été défini, mais je crois. Oui, il pourrait passer sur 98. Voilà. Lors de cette fameuse audition, il y a eu un lapsus, pas par les deux présidents d'ailleurs, mais par un des membres de cette commission qui a annoncé le 98. Ça pourrait être le 98 nouveau département. Il faut savoir qu'une fusion entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin va voir le jour en 2021, donc c'est peut-être de bon augure pour le 78 et l'été 92. C'est pas les mêmes enjeux économiques. En attendant, il faudra voter pour les municipales. Là, on s'en approche beaucoup plus. C'est le dernier sujet d'actualité pour ce club de la presse. En mars, nous irons aux urnes pour désigner nos élus locaux, maires, conseillers communautaires aussi dans les agglomérations, communautés de communes. Dans le département des Yvelines, plus de 260 communes. Certaines vont forcément être suivies avec beaucoup plus d'attention par les différentes rédactions représentées ici à Kimaïa pour LFM. Quelles sont les communes qui vont un peu vous intéresser? J'aimerais qu'on s'intéresse peut-être un peu à Mantes-la-Ville, parce que le maire, lui, a annoncé, c'est le seul maire du Rassemblement national sur la région Île-de-France même, il a annoncé qu'il se représentait. Effectivement, Mantes-la-Ville, chez nous, c'est le top, c'est un petit peu la position numéro 1, parce qu'il y a effectivement un gros enjeu. Première ville RN, on va rester sur RN, parce qu'à l'époque, c'était pas l'appellation en cours, prise en 2014. Est-ce que ça restera... alors chez nous, on appelle ça un petit peu une prise de guerre, parce qu'il y a une symbolique, évidemment, derrière. Cyril Hinault a déjà annoncé qu'il se représentait. Et puis alors là, on assiste déjà à une multiplication des candidats. Donc c'est effectivement une campagne qu'on va suivre avec la plus grande attention. Mais je pense qu'on ne sera pas les seuls. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'alliance entre les différentes tendances de gauche comme de droite, parce que ça a été évoqué à un moment, très tôt avant que vraiment la campagne démarre, ça a été évoqué. Ouais. Non. Je pense que je laisse la Bible peut-être compléter. La Bible pour les gazettes. Je pense que Netflix peut faire une série. Oui, il y aura plusieurs saisons même. C'est assez extraordinaire. Déjà, il faut rappeler qu'en 2014, ce monsieur est élu, mais d'extrême droite sur une quadrille angulaire, par des petits calculs, notamment de Monique Brochot, l'ancienne maire, qui en politique 10 plus 10 ne font pas 20.
Sauf que Madame Rochaud a fait ce calcul-là. On a vu le résultat que c'est. Et d'ailleurs, elle est encore dans les coulisses de la prochaine élection 2020. Elle ne rêve que d'un poste de conseiller communautaire, conseiller à la GPCO. Moi, là où je suis extrêmement inquiet pour cette ville qui aujourd'hui est dirigée, pas par la RN, comme vous le dites, mais par l'extrême droite, parce qu'il faut appeler un chat, et Cyril Naute est un membre de l'extrême droite. Vous prenez cette ville, vous avez autour d'elle Magnanville, qui, en l'espace de 6 ans, a énormément évolué. Vous avez à côté Buchelet, qui en l'espace de 6 ans a énormément évolué. Vous avez Mantes-la-Jolie, qui est à côté de la même manière, qui a énormément évolué. Voilà une ville où il ne s'est rien passé pendant 6 ans. Et quand je lis les commentaires du maire qui dit oui, mais la dette est maîtrisée, oui, mais quand on maîtrise une dette, on ne fait rien. On ne fait rien, et aujourd'hui à Mantes-la-Ville, on ne fait rien. Et ensuite, après avoir dit cela, moi je trouve que l'extrême droite a un fonctionnement qui est bien particulier. C'est-à-dire que on a tendance qu'il travaille en famille. Le maire actuel vit avec la directrice générale des services. On a vu les Le Pen, on a vu les Mélenchon. Ça arrive dans d'autres communes, quel que soit le parti politique. Et maintenant, on voit les Nautes à Mantes-la-Ville. C'est quand même ubuesque d'avoir le maire qui vit avec la directrice générale des services. On pourrait parler des Balkany aussi, qui ne sont pas à l'extrême droite, mais ceci dit, qui fonctionnaient sur le même système. Ils ont été élus, les Balkany. C'est pas le cas de la directrice générale des services. Donc, je trouve que, à un moment, pour une ville où il ne se passe rien, pour une ville de plus de 20 000 habitants où il ne se passe rien depuis 6 ans, c'est extrêmement inquiétant. Alors, pour revenir au contexte politique et notamment à la multiplication des listes, c'est que tout le monde pense, contrairement à ce qu'on croit, qui peut l'emporter. On a les Verts, parce qu'aux dernières élections européennes, il y a une poussée des Verts, qui ne se concrétisera pas forcément. D'un scrutin à l'autre, en général, par le passé, les européennes n'ont pas forcément beaucoup de conséquences sur les autres. On a des listes citoyennes qui sortent. On a la France Insoumise avec Carbone. Et ce qui fait qu'on est en train d'avoir quasiment le même scénario que 2014. Et je vous le dis d'avance, c'est que vous allez avoir une liste citoyenne, vous allez avoir 2 ou 3 listes qui seront capables de se maintenir. Il va y avoir des calculs, parce que le niveau est très bas à Mantes-la-Ville, le niveau politique est très bas. Il va y avoir des calculs mathématiques qui vont être faussés, parce qu'on n'est pas en maths quand on fait une élection municipale. Et on risquera d'avoir encore l'extrême droite à Mantes-la-Ville après les municipales de 2020 par la faute et la bêtise de quelques-uns qui n'ont pas compris que l'intérêt général est plus important que leur propre intérêt. Il y a généralement une prime au maire sortant lors des municipales. Il y a toujours une prime au maire sortant, et puis il y a aussi la question de la participation. Après, je n'ai pas les chiffres en tête sur Mantes-la-Ville, mais les participations ne sont pas toujours très élevées. Oui, effectivement. Alors, j'ai pas les chiffres en tête non plus, mais oui. Je ne peux pas les revérifier. On parlait de Mantes-la-Ville, l'une des communes qui sera suivie et à suivre pendant ces élections municipales. Il y en a d'autres dans le département. Alexandre Marquet, quelles sont un peu les communes que vous allez suivre? Alors, la principale sur 51e ligne, ça va être Trappes. Parce que Quelle surprise. Ouais. Qui même risque d'être suivi au niveau national, je pense, en cas de basculement. Alors, Trappes, le maire sortant, Guy Malandin. Maire depuis 2001. 82 ans. Qui se représente pour un 4e mandat, ce qui est loin de faire l'unanimité au sein de sa majorité. Son adjoint au sport, Ali Rabé, qui se présente face à lui. Des membres de sa majorité qui ont rejoint Othman Nasrou, élu d'opposition de droite. Donc du coup, une situation compliquée pour le maire. Et Guy Malandin, je vous coupe, mais qui a reçu le soutien de LREM aussi cette semaine. Ouais. Alors que l'animateur du... on peut surtout se poser la question, est-ce que c'est un soutien? Parce que dans le contexte de Trappes, je suis très très loin de penser que c'est une bonne chose que le maire, quel que soit d'ailleurs que le maire sortant notamment, ait le soutien de la République en marche. Ceci dit, Othman Nasrou face à lui est républicain, a le soutien du MoDem, se faire de ma part, et il y a même un élu de la majorité de Guy Malandin actuel, si vous arrivez à nous suivre, qui sont LRM, qui soutiennent maintenant aussi Othman Nasrou. L'animateur du comité local d'En Marche qui est avec Othman Nasrou. Ouais, donc il faut s'y retrouver aussi. Des calculs politiciens, on y est aussi sur Trappes. On est de l'autre côté du département, mais c'est la même chose. Si j'étais Malandin, je refuserais le soutien de la République en marche. Enfin, sauf que sa première adjointe, Janine Marie, est en marche. Mais il y a un électorat qui
qui est profondément pas En Marche du tout, et que le fait d'avoir le soutien En Marche pour Malandin va lui faire perdre énormément de voix sur sa partie gauche, et En Marche va... Est-ce que ça peut profiter peut-être à Ali Rabet, parce qu'il a le soutien de Benoît Hamon, lui, et je pose la question parce qu'en général, Benoît Hamon, qui est l'ancien député de cette 11e circonscription, est bien implanté, et même aux différentes élections, au scrutin, même présidentiel, il a fait des bons scores. Aux élections européennes, il est encore arrivé en tête, et là, il a clairement appuyé Ali Rabet, il est venu lors de son lancement de campagne. Après, est-ce qu'il sera sur sa liste pour le soutenir vraiment jusqu'au bout, c'est une autre question. Alors, pour répondre à votre question, et oui, la réponse est évidemment oui. Ça va énormément profiter à Ali Rabet. Tous ceux qui sont profondément de gauche, parce que Trappes a toujours été une ville de gauche, vont se poser la question, parce que derrière En Marche, est-ce qu'on va voter Macron? Je suis pas sûr qu'à Trappes. Surtout que si on regarde au niveau départemental, pour changer un peu de commune et terminer sur cette page municipale, il y avait d'autres communes, mais on aura le temps d'en reparler au soir des autres clubs de la presse. Je voudrais quand même qu'on parle de Versailles, c'est tout de même le chef-lieu du département, et alors là sur Versailles, même situation, hein. Didier Bécher, qui est le député de la circonscription, lui souhaite une liste face au maire sortant François de Mazières, alors que le sénateur Martin Lévrier, qui est République En Marche aussi, lui soutient François de Mazières et qui fait partie de la majorité. Voilà, il souhaiterait aussi lui qui se représente avec le soutien LREM. C'est très divisé aussi sur Versailles. C'est très divisé, mais le maire est bien en place, je pense, François de Mazières. Et je pense qu'il n'a pas trop de soucis à se faire, je pense, en vue des élections municipales. En tout cas, les cartes sont un peu rebattues. Vous qui avez suivi les élections municipales par le passé, est-ce qu'il y a un vrai changement depuis cette élection présidentielle et l'arrivée d'Emmanuel Macron? Wilfried, juste pour revenir à votre question précédente, tous ces soutiens, c'est aussi du copinage. Quand vous parliez de Trappes, le MoDem soutient Othman Nasrou, LR soutiennent Guy Malandin. LREM. Oui, pas LR. Pardon. Oula. LREM, ouais. Le patron du MoDem est élu à la région dans la majorité que préside Othman Nasrou. À Versailles, le sénateur en place est extrêmement pote avec le maire. Donc en réalité, tous ces soutiens, c'est en fonction des copinages. Donc, quand on parle du nouveau monde, non, on est toujours dans un fonctionnement de l'ancien monde. Il faudra voir. Je reviens sur la participation, mais ça peut jouer aussi, et le fait que les électeurs soient blasés quelquefois aussi. Justement, on n'est plus envie de ce jeu-là. Ce qu'on remarque aussi énormément dans cette campagne, c'est qu'il y a 6 ans, tout le monde se battait pour avoir des investitures. Oui. Alors que plus personne n'en veut. Toutes les listes partent sans étiquette, que des listes participatives, et c'est bien précisé, parce qu'on est dans un club de la presse, et vous les recevez les uns et les autres, mais quand on les reçoit avant qu'ils passent sur le plateau, ils nous précisent bien. On est sans étiquette, je suis apolitique, voilà. Et à chaque fois, c'est la même chose. Sauf ceux que personne connaît. Et là, tu vas se faire un nom. C'est ce que vous voulez dire. J'ai le soutien de LR, j'ai le soutien de la République En Marche. Le club de la presse se poursuit sur TV78. Ça y est, je l'ai fait. J'ai dit TV-Fil. Ce sera ma faute. J'avais parié. Ça y est, ça m'a échappé. Non, TV78, vous le savez. Et puis, LFM aussi, avec la participation de toutes les nouvelles. 78actu.fr. On passe aux personnalités du mois. La personnalité du mois pour vous, Labib Elaoudi, directeur des différentes gazettes. On en a parlé tout à l'heure de Chanteloup, c'est Catherine Arnoux. Oui, c'est Catherine Arnoux, parce que ce qu'elle a vécu ces dernières semaines est extrêmement difficile. Et vous savez, quand on est maire d'une petite commune comme c'est le cas, on passe son temps à prendre que des coups. Et quand en plus on a des faits divers d'une ampleur nationale, ça devient infernal. Puis ensuite, vous avez tous les jours des sujets, des articles qui deviennent. Je crois que dimanche prochain, il y a un complément d'enquête dessus. Vous avez les chaînes internationales qui viennent. Pour moi, c'est vraiment une dame qui a beaucoup souffert du fait d'être maire de Chanteloup. Et pour moi, c'est la personnalité du mois, parce qu'en plus, elle a été courageuse, combative et debout. Et c'est important face à cette minorité dont on parlait tout à l'heure, que des gens comme elle se dressent pour dire on est là, et puis on va reconstruire, et puis on va avancer, et puis vous n'aurez pas gain de cause. Donc oui, pour moi, c'est la personnalité du mois. Je continue ce tour de table pour vous, Hakima Aya pour LFM. La personnalité du mois est une féministe. Absolument. Fabienne Loret. Fabienne Loret, une féministe.
Je vois que ça fait sourire la vie d'une féministe made in 7-8. Elle est auteure du livre L'envers de Flin, une féministe révolutionnaire à l'atelier. Pourquoi c'est notre personnalité du mois sur LFM? Bon, je le disais tout à l'heure, on est la plus féminine des radios d'une part, mais on a été réceptif à son appel dans le sillon de la mobilisation organisée sur le 24 novembre, initiée par le collectif Nous Toutes. Forcément, on souhaitait donner la parole à des féministes du territoire qui avaient une liberté de ton. C'est son cas, elle est absolument libre. Et puis surtout, il y avait une situation un petit peu cocasse, c'est qu'elle pointe une entreprise locale, qui illumine votre visage, en off, oui, effectivement, avant l'émission. On l'a reçue aux côtés de deux autres militantes féministes du Mantois, Marie Giudicelli et Béatrice Lemohen. Et puis effectivement, je vois à l'écran la fameuse entreprise, donc les Suceuses de l'Ouest, entreprise connue nationalement et puis qui a aussi qui a fait le buzz, oui, par rapport à son nom justement, voilà. Et en fait, elle dénonce le sexisme ordinaire d'une part, la stratégie marketing bien entendu, et puis aussi la presse. Alors ça, c'était intéressant, qui s'est fait d'après elle, le relais d'une success story locale avec une communication. Alors moi aussi, j'ai placé un jeu de mots, une communication infâme. Voilà. On peut l'écouter peut-être justement. On va l'écouter. Voilà, on écoute. C'est-à-dire que l'entreprise, elle s'est dotée d'un nom absolument scandaleux. Et des prénoms, et chaque camion a un prénom de femme. D'accord. Voilà, et qui sont très significatifs. Il y a une Monica, en référence par hasard, dit l'entrepreneur, à Monica Lewinsky. Donc il n'y a absolument aucun hasard, bien sûr. Et donc nous, on a réagi. On pense réellement que ce type de procédé contribue à la violence faite aux femmes. C'est-à-dire que fait le lit de la banalisation, banalise des propos qui font que ensuite on arrive au féminicide. Fabienne Laurey, c'est votre personnalité du mois. Absolument, féministe engagée. Et puis, je les rejoins sur l'idée que ça pose quand même question. On s'en amuse, et puis on peut comprendre que certains sourient et ne s'y impliquent pas davantage. Mais les féministes ont régulièrement attaqué les campagnes de publicité sexiste. Je ne sais pas si ça vous parle, mais au début des années 2000, il y avait la campagne Babette, je la lie, je la fouette sur la crème fraîche. Et c'était aussi pas de très bon ton dans le contexte des violences conjugales et puis des féminicides, avec une imagerie de la femme qui est... Enfin, c'est le même... Ça banalise, voilà. Voilà, ça banalise. La Bible. Absolument. Oui, non, enfin, moi j'ai toujours un peu de mal avec tous ces gens sur tel ou tel sujet qui vont à l'extrême. Enfin, cette société existe depuis 15 ans. Et on peut reprocher beaucoup de choses à la presse, mais je pense que Madame Laurey, comme tous ceux qui se sont soudain opposés, ont aussi cherché le buzz médiatique et ils sont en plein dedans. Donc je crois que vous leur avez donné une visibilité sur ce sujet. On ne sera pas d'accord là-dessus. Non, mais je pense que le buzz médiatique est des deux côtés. On va changer de sujet, plus consensuel. On quitte ce sujet-là. On va parler avec vous, Alexandre Marquet, pour toutes les nouvelles, d'un danseur, Christophe West. Oui, j'ai fait plus léger, moi, que mes confrères. Donc Christophe West, il a 25 ans, c'est un danseur professionnel. Il est originaire de Voisins-le-Bretonneux et il sera sur le devant de la scène là, dans les jours qui viennent. Puis il sera à l'Opéra Bastille du 25 novembre au 26 décembre. Et en fait, je me disais que c'était l'occasion de mettre en avant cette compagnie de danse, Illicite Danse, à Voisins-le-Bretonneux et à Morpa, qui a été créé par Olaf Sidi. Olaf Sidi, ouais, qui est un ancien de Black Blamber. Et du coup, qui a formé la jeunesse de Black Blamber, vraiment dès le début. Oui, qui a formé beaucoup de danseurs qui sont devenus, qui ont fait des carrières, comme Adeline Ovart, je crois, qui est chorégraphe et qui a dansé avec Maître Gims. Et Christophe West a lui-même dansé. Hier soir ou la semaine dernière avec NTM aussi, je crois, voilà, qui fait beaucoup de scènes. Et Christophe West, oui, a notamment dansé avec Shaim, Soprano, Kamel Wally. Et donc là, pendant un mois, il va être à l'affiche de l'Opéra de Bastille avec un opéra-ballet, Le Prince Igor. Vous lui avez consacré un portrait, on va voir cet article, et puis bientôt, vous le retrouverez aussi sur notre antenne, nous allons aller le rencontrer. De mon côté, pour les personnalités, elles sont deux, j'aimerais vous parler de deux chefs de cuisine jeunes. Ils partagent un autre point commun dans le Goemio 2020. Ils figurent au palmarès. Ils font partie justement de ces jeunes en devenir. Jean-Baptiste Lavergne-Moazarani et Xavier Pincemain. Ils font partie des 6 grands de demain de ce guide gastronomique. Nous avions déjà reçu à l'antenne de TV 78 morceaux choisis de ces entretiens. Moi j'ai grandi dans un restaurant, mais mon arrière-grand-mère avait monté un restaurant à la Maison des Bois à Sainte-Apolline, donc entre Plaisir et Pontchartrain.
Et voilà, une vieille auberge avec des jolis produits, donc j'ai toujours vu ça, quoi. Mon grand-père faisait les solmenières, tout ça, donc j'ai des souvenirs quand même, j'ai un rapport à la gastronomie qui est particulier. Proche. Ouais. J'ai jamais voulu ouvrir mon restaurant parce que j'ai toujours voulu être chef dans un palace. C'était mon rêve d'enfant. Alain Ducasse, tout ça, c'était waouh, c'est incroyable. Finalement, il y a 2 ans, je me suis dit mais en fait, si j'ai un patron toujours, je pourrais jamais faire ce que je veux dans ma cuisine. Parce qu'il faut savoir que les directeurs, ils ont leur mot à dire et tout sur les plats. Alors j'ai voulu faire ma cuisine, donc je me suis dit je vais ouvrir mon restaurant. Et au final, j'ai cherché. Ouais, j'ai voulu la liberté, la créativité. Jean-Baptiste Lavergne-Mozarani, ça y est, j'écorche pas son nom cette fois-ci, et Xavier Pincemin, que l'on vient d'entendre parmi les 6 grands de demain pour le Goemio 2020. Un mot peut-être sur Xavier Pincemin, vous avez peut-être déjà entendu, en tout cas vu sa tête, c'est le vainqueur de Top Chef de l'édition 2016. Son restaurant, lui, est au 10 boulevard du Roi. Il a ouvert son établissement dans la Cité Royale en juillet dernier seulement. À 29 ans, c'est un pur produit versaillais. Il a grandi là-bas, il a été formé aussi au Trianon Palace. Alors son plat signature, peut-être, tartare de bœuf, huîtres, salicorne et concombre confit servi dans une coquille d'huître géante en porcelaine de Limoges. Est-ce que ça fait l'unanimité ou est-ce qu'il y a débat? Je crois que ça fait... Là, on va s'entendre là-dessus. Là, on va s'entendre. Voilà. C'est toujours extraordinaire de voir des gens qui ont une telle passion pour leur métier, fascinant. Et aussi jeunes. Aussi jeunes, parce que lui, comme Jean-Baptiste, ont tous les deux moins de 30 ans. Et entrepreneurs. Et entrepreneurs, ils ont tout fondé par eux-mêmes, ils se sont forgés eux-mêmes et on va entendre parler d'eux dans les prochaines années. Et chance pour nous, ils sont tous les deux à Versailles. Voilà. Le Club de la Presse se poursuit avec une dernière rubrique, prochainement la une. Le Club de la Presse avec cette rubrique bientôt à la une pour vous, Akima Aya, rédactrice en chef LFM. Ce sera la venue du préfet des Yvelines dans vos locaux. Absolument. Prochainement. Et le préfet des Yvelines face aux jeunes. Une semaine, ça se passe mercredi 4 décembre prochain. Ça se passera en direct avec un débat sur les relations entre représentants de l'État et population. Et puis un focus sur les jeunes cette fois-ci. Donc les jeunes pourront poser directement leurs questions au préfet. Précarité étudiante, relations entre police et jeunesse des quartiers, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ou encore laïcité. On leur a laissé carte blanche 1 an après l'incident du lycée de Saint-Ex très médiatisé. Ce sont des lycéens de Mantes-la-Jolie. C'est bien que le préfet se prête au jeu. Il a les questions auparavant. Comment ça se passe? Ça a été compliqué à monter cet entretien? Il n'aura pas les questions en amont. Non, enfin c'est pas prévu. C'est pas. Non, mais comment c'est difficile à monter ce genre de rencontre ou est-ce qu'il se prête au jeu le préfet? C'est bien aussi d'expliquer aux téléspectateurs, aux auditeurs l'envers du décor. Moi, je trouve qu'on a un préfet qui est extrêmement disponible parce que pour qu'il vienne. On va le fourrer dans une petite radio, dans une grande radio, C'est pas très fair-play, ça. 45 000 auditeurs jour, la Bible. Dans une grande radio associative qui émet sur plusieurs départements, je trouve ça, bien rattrapé. Et puis, oui, je pense que les habitants, mais pas seulement des cités d'ailleurs, mais ont envie d'entendre le premier représentant de l'État sur des sujets comme ceux évoqués par LFM. Moi, ma question, si je peux me permettre de poser une question à Akima, c'est qui prépare les questions? Est-ce que c'est vraiment open bar pour les jeunes? C'est eux qui choisissent les angles? Sans filtre. C'est dans le cadre, on mène des ateliers radio à LFM Radio tout au long de l'année, notamment les mercredis pendant les vacances scolaires. Donc l'émission est préparée lors de ces mercredis sur les ateliers. Quand je dis qu'ils ont carte blanche, c'est qu'ils posent leurs questions. La seule chose sur laquelle on va intervenir, c'est la forme parfois, parce que les lycéens sont parfois assez directs, assez cash. Et on peut arrondir un petit peu, mais on modifie pas. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de censure. Voilà, si c'est la question, il n'y a pas de censure à LFM Radio. Bientôt à la une pour LFM, bientôt à la une sur toutes les nouvelles et 78actu.fr. Alexandre Marquet. Le Carrefour de la Malmedonne. Gros dossier pour 50 ans. Gros dossier, c'est un projet très attendu depuis plus d'une dizaine d'années. Il se trouve à l'intersection de 3 communes, donc Morpas, Coignères et La Verrière. Donc le projet, c'est d'abaisser la N10, de faire passer un pont par-dessus la N10 pour permettre de relier La Verrière d'un côté à Morpas et Coignères de l'autre. Donc la concertation vient de débuter pendant 1 mois. Il y aura l'approfondissement des études dans l'année à venir. Et si tout va bien, les travaux devraient démarrer en 2024
pour une mise en service en 2026. Et le coût de l'opération, c'est 20 millions d'euros à peu près. Beaucoup de travaux entre la Malmedonne, la National 10 qui attend toujours l'enfouissement aussi. Dont les travaux devraient débuter l'an prochain. Alors à la DIRIF qui est maître d'ouvrage du projet, on dit que les deux projets sont bien distincts et n'ont rien à voir, mais il y aura forcément une période où je pense que ça sera un peu compliqué pour les automobilistes, où les deux projets vont être l'un sur l'autre. Alors ça l'est déjà au quotidien aujourd'hui, la circulation. Et là, je pense que ça sera encore plus pendant une certaine période. Du côté des gazettes. Alors sur la gazette de Saint-Quentin en Yvelines, on a la même une que nos confrères, puisque ça sera également le carrefour de la Maldonne. Sur la gazette en Yvelines, qui est distribuée sur tout le pays haudanais et GPSCO, c'est-à-dire de Poissy, Conflans-Achères jusqu'à Rosny, Rolleboise. On va parler des associations d'usagers, c'est-à-dire les associations dans les transports, parce que je trouve qu'ils font beaucoup de bruit. Et donc on enquête sur eux et comment ils fonctionnent, etc. Donc on fait un beau sujet a priori, un beau dossier sur les associations de transport. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce club de la presse. Avant de le refermer, ce premier numéro, coup d'œil sur la une de la Gazette Saint-Quentin du 19 novembre, dernier numéro sorti, consacré aux violences conjugales dont nous avons parlé d'ailleurs. Depuis le Grenelle, les associations de l'agglomération saint-quentinoise notent une hausse des signalements. Et puis, à la une de toutes les nouvelles de ce 20 novembre, vous le voyez, les caméras piétons qui ont été installées sur les policiers versaillais. Merci Akima Aya, rédactrice en chef de LFM, Labib Dawidi, directeur des Gazettes, Gazette Saint-Quentin, Gazette en Yvelines, et puis Alexandre Marquet, responsable du secteur de Saint-Quentin pour toutes les nouvelles aussi présentes sur 78actu.fr. On se retrouve très bientôt pour un prochain Club de la Presse.